Ce tutoriel est le troisième d'une série portant sur des pare-feux HDMI. Le premier a permis d'exposer la problématique, à savoir que certains bus véhiculés par un câble HDMI peuvent présenter des failles logicielles susceptibles d'être exploitées pour une cyberattaque. Le risque associé à cette situation est qu'un ordinateur malveillant pourrait injecter un implant malveillant dans l'écran de projection et que ce dernier, par rebond, compromette l'ordinateur suivant qui est branché. Dans le second tutoriel, les aspects matériels et logiciels pour la mise en œuvre de ces pare-feux ont été abordés. Le bus I2C véhiculant les DID des appareils connectés et le bus CEC ont été plus spécifiquement étudiés. Ces deux bus, les plus communément utilisés sur ce câble, présentent des failles officiellement répertoriées. Dans ce troisième tutoriel, nous allons voir comment fabriquer et mettre en œuvre la version 2 du pare-feu, développée par l'ingénieur Kevin Redon. C'est la version la plus facile à mettre en œuvre puisqu'elle est open source, donc tous les documents de fabrication et de programmation sont déjà réalisés et sont en partage. Dans ce qui va suivre, nous allons voir comment récupérer le projet d'origine, analyser le schéma dans les grandes lignes, établir la liste des composants, voir comment obtenir un rendu 3D de la carte, dont la finalité n'est pas uniquement de faire joli, générer les fichiers Gerber, commander les PCB, puis les câbler, programmer le microcontrôleur, et enfin vérifier le bon fonctionnement du pare-feu. Au-delà du fait d'aboutir à une réalisation opérationnelle, ce qui sera également intéressant, c'est de constater que même si les ressources pour sa fabrication sont en ligne et open source, il ne s'agit pas d'un kit 100% clé en main. Et nous verrons qu'à chacune des étapes, nous serons amenés à faire quelques petites adaptations ou des choix, ce qui constitue le quotidien d'un technicien qui réalise des cartes électroniques. Pour ceux qui seraient intéressés par la réalisation de cette carte, mais sans utiliser KiCad, Nobody's Perfect, je précise par avance que les fichiers Gerber sont en téléchargement dans le descriptif de la vidéo. Si on se rapporte à la vidéo présentant cette carte par son concepteur, on peut voir qu'elle a été réalisée avec la version 6 du logiciel KiCad. Depuis sont sorties les versions 7 et 8, mais cela ne pose pas de problème, car les projets réalisés avec la version 6 sont compatibles avec les versions sorties depuis. Télécharger la dernière version depuis le serveur de notre choix. Éventuellement faire un petit tour pour participer au développement d'un logiciel qui ne contraint pas son utilisateur à verser une rente annuelle. Et l'installer en acceptant tous les paramètres par défaut. À noter que les versions 6, 7 et 8 peuvent parfaitement cohabiter sur un même PC, comme c'est le cas sur cette machine. On peut ensuite récupérer les documents de fabrication. Ils sont téléchargeables depuis cette page, aux fonctionnalités identiques à celles de GitHub. Les désarchiver dans un dossier de travail, et ouvrir le projet depuis l'environnement de KiCad. Si c'est la première fois qu'on utilise le logiciel, il faut autoriser la copie de la table des librairies par défaut. Il suffit d'enregistrer le schéma pour qu'il devienne compatible avec cette version 8. La carte fonctionne autour d'un microcontrôleur 8 bits de la série STM8S. C'est un circuit d'usage général. Et dans cette série, le 103F3 propose tout un assortiment de ressources de type entrée-sortie, mémoire programme, bus I2C, etc., qui sont largement suffisantes dans notre cas. Pourquoi avoir choisi spécifiquement le modèle STM8S 103F3 P6 ? Peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse,
parce qu'il existe une carte de développement bon marché appelée STM8S Blue, assez populaire chez les développeurs, qui est justement équipée de ce modèle. Il est possible que Kevin Redon ait mis au point sa version de pare-feu HDMI avec ce breakout, bien pratique si on souhaite se familiariser avec ce circuit. Sur le schéma structurel et sur le circuit imprimé, outre le microcontrôleur et ses condensateurs de découplage, on retrouve bien sûr les deux connecteurs HDMI. L'un est à relier à la source, donc un ordinateur, un Raspberry Pi ou autre. L'autre à l'appareil à piloter, aussi appelé PUI, tel qu'un écran, un vidéoprojecteur, etc. Nous verrons dans le tutoriel suivant qu'il existe des symboles un peu plus explicites pour ces connecteurs. Le deep switch permettant de sélectionner le passage ou le blocage des bus se trouve ici. Un connecteur est prévu pour la programmation et le débugage du microcontrôleur. Une LED permet une visualisation du mode de fonctionnement. Des résistances de pull-up pour les bus I2C peuvent être mises en service ou non par programmation. Et une résistance de pull-up permet d'indiquer la présence d'un moniteur connecté au bus. L'objectif est de fabriquer une carte identique. Il faut pour cela se procurer les bons modèles de composants. On peut constater que le code commande de ces composants ne figure pas sur cette représentation. Par contre, si on édite les paramètres de l'un d'entre eux, par exemple ce condensateur de découplage, en survolant son symbole et en appuyant sur la touche E pour éditer ses propriétés, ou en le sélectionnant avec un clic gauche, puis un clic droit pour accéder à la sélection de ses propriétés. On voit dans la liste des différents champs qu'il existe une ligne nommée LCSC. Il s'agit d'un distributeur chinois de composants électroniques. Si on copie et colle le code commande sur son site, on accède aux composants correspondants, avec ses caractéristiques et sa référence fabricant. Imaginons qu'on souhaite commander exactement ce même composant, mais sur un site un peu plus traditionnel. C'est cette référence fabricant qu'il faut copier et coller et tester chez d'autres distributeurs. Et si par hasard aucune recherche n'aboutit, il y a toujours la possibilité de passer par un moteur de recherche spécifique. Octopart classe les distributeurs en fonction de leur fiabilité avec des couleurs et donne les disponibilités et le code commande. Les mises à jour ne sont pas fiables à 100%, mais pas loin. On pourrait répéter l'opération pour chaque composant de la carte, comme on vient de le faire avec le condensateur, mais on peut aussi générer la liste des composants, aussi appelée Bill of Material ou BOM, qu'il est possible de paramétrer pour définir les délimiteurs de champs et pour ajouter ou supprimer certains champs. Une colonne LCSC apparaît dans le fichier CSV. On peut s'imaginer qu'à présent, il suffit, comme on vient de le faire, de passer par le code commande LCSC, puis récupérer les références fabricants, et rédiger ainsi un bon de commande chez son distributeur préféré. Mais dans la vraie vie, il y a toujours des exceptions, et sur cette carte, 3 situations sont à traiter spécifiquement. À commencer par le connecteur J3 de programmation et de débugage. Il ne figure pas sur la liste, et dans le champ LCSC, c'est l'abréviation anglo-saxonne DNP qui est indiquée. DNP veut dire Do Not Place ou Do Not Populate, autrement dit non câblé, non complété ou non renseigné. Ça veut dire que le concepteur de la carte ne fait pas sous-traiter le câblage du composant, et se laisse le droit de choisir le modèle exact au dernier moment. Et effectivement, sur la carte d'origine, on voit que ce connecteur est soit non câblé, soit câblé avec un connecteur à angle droit, et comme nous le verrons plus loin dans le tuto, le seul modèle 3D réellement exploitable sur le projet fourni est un connecteur femelle câblé dessous.
Pour ma part, j'ai utilisé un connecteur droit raccourci, non pas par esprit de contradiction, mais pour conserver visible la sérigraphie du nom de la carte. En fait, ce n'est pas un problème, les solutions ne manquent pas, ça dépend essentiellement du raccordement au programmateur utilisé. Ensuite, il y a le cas des connecteurs HDMI. En fait, la référence fabricant renvoie uniquement vers LCSC. Idem pour la LED. Sur le même principe, avec le Deep Switch à 7 contacts, le résultat n'est pas brillant. Ce n'est pas incontournable, on peut chercher des équivalences chez différents distributeurs. On peut aussi s'inspirer des librairies de KiCad en sélectionnant le champ empreinte, en tapant HDMI et en regardant les empreintes et modèles 3D proposés. Par exemple, celui-ci, chez Molex, semble correspondre tout à fait. Et à partir de sa référence, on peut facilement trouver où se le procurer. Pour le Deep Switch, j'ai trouvé ce modèle dans les librairies, mais comme aucune marque de fabricant n'est indiquée, après quelques recherches, j'ai trouvé un équivalent que l'on peut se procurer facilement. Et pour la LED, je vous laisse vous débrouiller seul. Dernier cas particulier, le microcontrôleur est référencé STM8S103F3P6 sur le schéma structurel, mais le code commande nous amène sur un STM8S003F3P6TR. Les deux composants existent, mais il va falloir se pencher sur leur documentation pour savoir ce qui les distingue et si les deux peuvent convenir dans notre application. Concernant la terminaison, avec ou sans TR, elle se réfère uniquement au conditionnement du composant pour sa livraison, en plateau ou en tube, dans un cas, en ruban découpé ou bobine dans l'autre. Le conditionnement n'est pas un problème en soi. Dans notre cas, vu les quantités, ça peut être en tube, en ruban découpé, ou en emballage reconditionné par le distributeur. L'autre différence est liée à la mémoire EEPROM interne au microcontrôleur. Le STM8S103 dispose d'une mémoire de 640 octets, celle du STM8S003 est de 128 octets. Les questions qui se posent sont: le pare-feu a-t-il besoin de stocker des données dans une EEPROM? Si oui, quelles données? Dans ce cas, quelle capacité mémoire est nécessaire? Et pour finir, les deux modèles de circuits conviennent-ils indistinctement? Pour trouver les réponses argumentées, il faut se référer au tutoriel précédent. Pour ma part, j'ai fabriqué ce prototype avec le modèle STM8S103 F3P6. À partir de maintenant, on est en mesure de dresser une liste exhaustive des composants à commander pour réaliser ce pare-feu. Nous avons vu comment trouver des composants identiques à ceux de la carte d'origine, mais bien sûr, rien n'oblige à prendre strictement la même référence, il existe quantité d'équivalents chez différents fabricants. On peut à présent ouvrir l'éditeur de PCB. Comme pour le schéma structurel, on peut sauvegarder le routage dans un projet version 8. L'objectif dans ce tutoriel n'est pas de réaliser ni même de modifier un routage, mais de s'en inspirer pour réaliser ultérieurement la version NC du pare-feu. Deux caractéristiques sont particulièrement à retenir. D'une part, il s'agit d'un circuit imprimé 4 couches. Voici une représentation de l'empilage des différentes couches, aussi appelé PCB Stack-up, sur lequel on retrouve les couches de cuivre, isolant, masque de soudure, sérigraphie. Pour assurer une bonne compatibilité électromagnétique, autrement dit éviter les boucles de masse et les interférences électromagnétiques, le concepteur de la carte a choisi de réaliser un plan de masse sur les deux couches intérieures.
D'autre part, une liaison HDMI véhiculant des signaux vidéo sur 4 paires différentielles, pour les couleurs rouge, vert, bleu, ainsi que l'horloge, avec un débit pouvant atteindre plusieurs gigahertz, il est indispensable de respecter des règles de routage strictes, concernant la symétrie des paires et une longueur identique des lignes, afin d'éviter tout décalage temporel des signaux. Et c'est ce que l'on peut vérifier sur cette réalisation. Pour obtenir ces tracés très particuliers, on a recours à des fonctionnalités spécifiques du logiciel de routage. Si on souhaite fabriquer cette carte, il va falloir générer les fichiers Gerber, ce qui passe par le menu Tracé, paramétrer le menu à l'identique. Les fichiers seront générés dans ce dossier. Puis, Tracer. Faire de même pour générer les fichiers de perçage. Il suffit ensuite d'archiver ces fichiers dans un dossier .zip. Les fabricants de PCB ne manquent pas, pour lesquels la réalisation de ce type de carte ne pose aucun problème. Le choix se faisant en fonction de notre budget, des délais de fabrication et de livraison. On pourrait même envisager de faire sous-traiter le câblage des composants, comme l'a fait Kevin Redon, mais la finalité ici, c'est de les câbler soi-même. Les composants CMS sont tous routés sur le dessus de la carte. Il faudra commander un stencil uniquement du côté de top, en prévoyant un peu de marge par rapport à la taille de la carte. Dans le cas présent, le PCB dont on peut vérifier qu'il dispose bien de 4 couches mesure à peu près 45 par 25 mm. À titre indicatif, j'ai commandé un stencil de 65 par 65. Ce qui à la réception donne ceci. Les cartes sont fabriquées, on pourrait fermer le projet KiCad et passer directement au câblage. Mais on peut aussi voir brièvement comment finaliser la réalisation de ce pare-feu en utilisant la modélisation et l'impression 3D. Première situation, réaliser un boîtier parfaitement dimensionné pour que le pare-feu ne soit pas exposé aux poussières, qu'il ne manque pas à proximité d'un écran de bureau. Petit préambule. Dans les librairies de modèles 3D d'origine de KiCad, chaque modèle est proposé en 2 formats. .wrl et .stp, ou .step, c'est la même chose. Lors de la conception d'une carte électronique, le .stp est le plus communément utilisé. Pour preuve, sur des sites professionnels comme SnapEDA, ou Component Search Engine, c'est en .stp que sont proposés les modèles 3D. Si avec un logiciel de modélisation, en l'occurrence FreeCAD, j'ouvre au hasard un fichier .wrl des librairies d'origine, voici ce que ça donne. Si j'ouvre le même au format STP, voici ce que l'on obtient. Si on teste le rendu 3D de la carte, dans le projet d'origine, comme cela a déjà été mentionné, seul le connecteur de programmation apparaît. Si maintenant on regarde les fichiers du pare-feu, on voit que l'un de ces dossiers contient des fichiers .wrl, censés être les modèles 3D des composants utilisés par Kevin Redon. Et lorsqu'on les ouvre, voici ce que l'on obtient.
Pour une raison que j'ignore, il y a clairement un problème avec ces fichiers, qui bizarrement font d'ailleurs tous 1 kilooctet. Mais rien d'insurmontable, on peut très bien réaffecter les bons modèles 3D aux empreintes en allant les chercher dans les librairies d'origine. Aucun ajout de librairie n'est nécessaire. Par exemple, pour les résistances qui sont de taille 0603, voici la procédure à suivre. Si nécessaire, il est possible de réorienter le modèle et de le positionner très précisément sur les 3 axes pour l'ajuster sur l'empreinte. Pour la LED qui est de taille 0805, c'est le même principe. Et ainsi de suite, il suffit de faire de même pour tous les composants en suivant les correspondances indiquées sur ce document qui est en téléchargement. Notez que tous les modèles 3D sont en format STP. Notez également que le connecteur J3 est proposé au choix en version horizontale et verticale. On peut ainsi obtenir ce rendu. On va ensuite exporter la carte et ses composants au format .step. Importer le fichier dans le logiciel de modélisation 3D de son choix. Et modéliser un boîtier. Et son couvercle. Adapté aux dimensions. Bien évidemment, quelques essais intermédiaires ont été nécessaires pour aboutir à cette version. Ensuite, on génère un fichier .stl de chacune de ces parties. On crée leur fichier G-code. On imprime. Et on assemble. Pour câbler les composants CMS sur les circuits imprimés, il faut disposer très précisément le stencil pour étaler la pâte à braser. Et ce n'est pas toujours évident. Pour obtenir cet ajustement, on peut recourir à cette technique.
On peut aussi mettre en œuvre du matériel professionnel bien plus sophistiqué, tel que ces machines de sérigraphie. À titre personnel, dans le cas d'une petite série de cartes à câbler, je modélise et imprime un support de PCB et de stencil sur mesure. Les dimensions du PCB sont connues. Son épaisseur est standard, 1,6 mm, donc dans cet exemple, le rendu 3D de la carte n'est pas indispensable. Il faut juste ajouter quelques dixièmes de millimètre sur les axes X et Y. Après impression et collage des aimants néodymes, voici ce que ça donne. C'est vrai que les couleurs du PCB et du support font ton sur ton. C'est l'histoire d'une bobine de PLA qui se trouvait au bon endroit, mais au mauvais moment. Cependant, pour les deux réalisations qui suivront, la version NC du pare-feu et la carte de test des bus HDMI, je me suis fixé pour consigne de garder le même facteur de forme. Donc ces deux prochaines cartes seront compatibles avec ce même support, et l'association avec les PCB ne sera plus monochrome. Trêve de digression, on nettoie le circuit imprimé et le stencil à l'alcool isopropylique, avec si possible une lingette non pelucheuse. Et bien sûr, en veillant à ne pas déformer le pochoir. On positionne le stencil. Une fois les aimants appliqués, on peut ajuster plus finement la position et vérifier à la loupe. D'ailleurs, on voit qu'il reste quelques petites billes de pâte à braser d'une utilisation précédente. Et en enduit de pâte à braser. À l'œil nu, ça donne ça. Et à la loupe électronique, voici ce que l'on obtient. Si l'application de la pâte à braser fonctionne avec cette technique, elle fonctionnera bien sûr, d'autant mieux, avec les machines professionnelles illustrées précédemment. Pour disposer les CMS sur le circuit imprimé, on peut utiliser une station de placement telle que celle-ci. C'est même la solution professionnelle recommandée. Si on n'en dispose pas, on peut aussi utiliser une pince Bruxelles, ce qui sera le cas dans ce qui suit. À titre d'information, je mets en lien une démonstration de placement top niveau de CMS avec une pince Bruxelles, réalisée sur une chaîne qui vaut la peine qu'on s'y attarde. KiCad propose un plugin très pratique d'aide au placement des composants. L'ajout de ce plugin passe par ce menu. Il suffit de le cocher et de lancer l'installation. À la prochaine ouverture de l'éditeur de PCB, le plugin sera accessible depuis ce menu. Dans notre cas, tous les composants sont du côté top, on peut donc ne conserver visible que cette face. Puis en sélectionnant une référence de composant, l'application nous indique à quel endroit exactement le disposer sur le circuit imprimé. Pour des cartes contenant plusieurs dizaines de CMS, c'est d'autant plus pratique.
Une icône permet également d'accéder directement à cette fonctionnalité. On peut soigneusement disposer tous les CMS. Selon le fabricant des résistances, leur valeur est sérigraphiée ou non. Attention à ne pas les mélanger. Les condensateurs ne sont pas sérigraphiés. Bien faire attention à l'orientation de certains composants, comme le microcontrôleur. Et le rendu 3D peut là aussi s'avérer utile. Ou la LED, pour identifier anode et cathode. Mais dans ce cas, il faut utiliser la documentation ou un multimètre en mode test diode. Les connecteurs HDMI supportent le passage au four. Si on s'y prend délicatement, ils s'insèrent parfaitement dans le PCB sans que cela déplace les plots de pâte à braser. Concernant le deep switch, j'ai eu par le passé quelques mauvaises expériences concernant la tenue en température dans un four à refusion. J'ai donc fait un essai. À la sortie du four, c'est tout à fait fonctionnel, mais si on compare avec le même câblé au fer à souder, on voit tout de même que le boîtier a eu un peu chaud. Donc j'ai fait l'impasse sur le four pour ce composant. Le placement des composants ayant été vérifié, plutôt 3 fois qu'une, il est temps de passer la carte au four à refusion, après avoir programmé le profil thermique en correspondance avec la pâte à braser utilisée. Pour cela, on peut avoir recours, comme c'est mon cas, à un four à petit budget, comme celui-ci, qui présente des défauts identifiés et nécessitant quelques adaptations, mais qui ensuite fait très bien le travail. Mais le mieux est tout de même de se tourner vers du matériel professionnel, dont voici quelques exemples. La carte a été surélevée par de petits PCB pour que la partie traversante des connecteurs HDMI ne porte pas sur la grille. Avec un four qui est loin d'être haut de gamme, on obtient un résultat ayant ce niveau de qualité. Donc avec des fours comme ceux illustrés précédemment, ce sera au moins aussi bien. Si nécessaire, de petites corrections peuvent être apportées avec un fer et une panne adaptés. Les plages d'accueil du deep switch ont été étamées, on peut le braser en les montant en température, avec un peu de pâte à braser si nécessaire. Bien sûr, les brasures sont à vérifier à la loupe. On peut maintenant souder la connectique de programmation. Pour cette carte, ce sera un connecteur angle droit, comme Kevin Redon, comme quoi je ne suis pas contrariant, et en plus coloré. Il faut en profiter pour rajouter un peu d'étain sur la partie traversante du connecteur HDMI. Puis on nettoie tout à l'alcool isopropylique. IPA, abréviation anglo-saxonne pour isopropylalcool, à ne surtout pas confondre avec Indian Pale Ale. Il est vivement déconseillé d'intervertir l'usage de ces deux types d'alcool. Et au niveau fabrication, c'est terminé. On peut à présent passer à la programmation du microcontrôleur. Cette page, similaire à celle de GitHub, permet la récupération du firmware. Elle donne également les consignes à suivre pour utiliser la carte et la programmer. Elle fait référence à un compilateur appelé SDCC, à un logiciel pour flasher le microcontrôleur, STM8Flash, et à la version clonée d'un programmateur de chez STMicro, le ST-Link V2. D'un point de vue global, voici les étapes à suivre pour programmer le STM8 du pare-feu, à partir d'un Raspberry Pi. La mise en œuvre sera illustrée sur Raspberry Pi 4. Elle fonctionne aussi sur Raspberry Pi 3 et 5. Récupérer les fichiers sources. Installer le compilateur
SDCC pour générer un fichier .ihx qui est un format de fichier de programmation de longue date. Installer le logiciel STM8Flash et utiliser ce logiciel pour programmer le microcontrôleur à partir du fichier .ihx et par l'intermédiaire d'un dongle de programmation équivalent au ST-Link V2. Première étape, on récupère les fichiers sources depuis le site de Kevin Redon. On peut les désarchiver et les copier dans un dossier de travail, appelé par exemple STM8Dev. Si on jette un œil au fichier Makefile, on peut voir que c'est le compilateur SDCC qui est utilisé. Le fichier main.c est celui sur lequel va se faire la compilation. Le fichier main.ihx issu de cette compilation permettra de flasher le microcontrôleur. La programmation se fera par l'intermédiaire du programme STM8Flash, au travers d'une carte ST-Link V2, ou équivalent, pour programmer un microcontrôleur de modèle STM8S 103F3. Donc, commençons par l'installation du logiciel gratuit de compilation, SDCC, pour Small Device C Compiler, qui est compatible avec plusieurs familles de microcontrôleurs, dont les STM8. Sur Raspberry Pi, l'installation en ligne de commande se fait ainsi. La version qui vient d'être installée est la 4.0.0. Et elle est bien sûr compatible avec les STM8. À présent, comme indiqué ici, en tapant make, on peut lancer la compilation du fichier main.c qui va permettre de générer le fichier main.ihx. Mais un problème se pose, le compilateur nous signale qu'une même variable a été déclarée deux fois, aux lignes 205 et 183. Il s'agit de la variable i, qui effectivement est déclarée à deux endroits. C'est assez étonnant de trouver ce type d'erreur dans des fichiers finalisés et mis en ligne, mais ça peut être réglé rapidement en renommant la seconde variable. Puis sauvegarder et relancer la compilation. Et après quelques dizaines de secondes, le fichier main.ihx est créé. À présent, il faut installer le logiciel STM8Flash permettant de programmer le firmware du microcontrôleur. Il est en téléchargement sur GitHub. Au préalable, comme indiqué ici, il faut installer deux librairies. Il faut également installer le logiciel Git. Puis copier le lien et cloner le dossier dans STM8Dev en utilisant Git. Ensuite, on entre dans le dossier STM8Flash
et on installe le logiciel en entrant successivement les commandes sudo make, puis sudo make install. À présent, STM8 Flash est prêt à être utilisé. On peut retourner dans STM8S pour finaliser la programmation. On va pouvoir câbler les 4 liaisons électriques nécessaires entre le programmateur et notre pare-feu. Ce sont les broches d'alimentation GND et plus 5 volts, à ne surtout pas inverser, ainsi que les signaux Reset et SWIM pour Serial Wire Interface Module. Puis insérer le programmateur sur un port USB du Raspberry Pi. La commande sudo make flash lance la programmation du STM8 qui se réalise très rapidement. On nous indique ici qu'il est possible d'utiliser un mode debug en mettant à 1 la variable debug dans le fichier main.c, ce qui est déjà le cas. Pour débugger, on peut utiliser une petite carte réalisant une conversion UART USB pour récupérer les informations sortant de la branche TX du pare-feu. Cette carte doit être configurée pour véhiculer des signaux d'amplitude 5 volts. Le format des échanges est indiqué ici. Côté Raspberry Pi, il est possible d'utiliser l'émulateur de terminal Cutcom qui s'installe en 2 lignes de commande. Ou on peut tout aussi bien, avec le même convertisseur, utiliser un terminal sur PC, comme Teraterm, PuTTY, Termite ou autre. La toute première utilisation du pare-feu consiste en une récupération automatique de l'EDID de l'écran par le microcontrôleur STM8. Pour cela, sur le pare-feu, les broches 5 volts et EDID doivent être sur ON. Petite mise en situation. On part d'un Raspberry Pi qui a dans un premier temps été raccordé à un écran et mis sous tension. Une liaison VNC a été établie depuis un ordinateur distant pour pouvoir contrôler le nano-ordinateur par le réseau et visualiser ce qui se passe sur son bureau. Cutcom est lancé et l'écran vient d'être débranché. On raccorde uniquement l'écran. Puis on raccorde la source. La LED s'allume brièvement, signalant que la récupération de l'EDID a bien eu lieu. Puis on débranche la source. On fait basculer l'interrupteur EDID sur OFF. À chaque nouvelle connexion de la source, le pare-feu envoie une information indiquant que l'EDID est protégé. Outre la procédure de configuration du pare-feu, cette mise en œuvre montre aussi l'intérêt d'utiliser VNC pour contrôler le Raspberry Pi par le réseau, puisqu'on a pu continuer à visualiser son bureau tout en débranchant plusieurs fois son écran. On peut ensuite vérifier le bon fonctionnement du pare-feu pour les 2 bus les plus communément utilisés. Par exemple en débranchant l'écran et en lançant une lecture de l'EDID. Les données sont bien récupérées, mais ne peuvent clairement venir que du microcontrôleur. Puis l'écran étant débranché, et les microswitches SDA et SCL positionnés sur OFF, vérifiez que seul le microcontrôleur répond. Tandis que si les microswitches sont sur ON, le ou les circuits internes à l'écran répondent aussi.
Sur le même principe, on pourrait communiquer, ou pas, avec un téléviseur en fonction du positionnement de l'interrupteur CEC. Nous avons vu lors de l'analyse succincte du schéma structurel qu'il existe deux bus I2C distincts. Ce qui peut être intéressant d'observer, c'est la circulation ou non d'informations sur ces bus, si on met ou pas en service les signaux SDA et SCL lors de la récupération de l'EDID. Même chose pour un I2C detect. Alors on est bien d'accord, les cyberattaques par liaison HDMI ne sont pas les plus fréquentes. Elles sont même très certainement extrêmement rares. Mais la réalisation de ce petit pare-feu programmable a permis d'aborder la production et l'assemblage d'une carte électronique en abordant également les aspects logiciels. Et ce, sur un exemple concret de cybersécurité.